Alors des hommes se roulaient à terre, convulsés, toussant, vomissant, crachant le sang. La panique était extrême, nous étouffions dans un brouillard de chlore. D'un bout à l'autre de l'horizon, le ciel était opaque, d'un vert étrange et sinistre. Voilà ce qu'écrivait le 22 avril 1915 le docteur Octave Belliard, qui était le médecin de bataillon du 66e régiment d'infanterie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous savez que la guerre des gaz, comme on a pu l'appeler, est quelque chose qui a marqué les esprits, et nous sommes certainement plusieurs de ma génération, à avoir rencontré quelqu'un qui à un moment donné a dit j'ai été gazé à la guerre 14-18 et il avait des difficultés respiratoires. Pour moi c'est un voisin, pour certains c'est un parent, donc il y a eu pas mal de militaires de cette époque-là qui ont été gazés comme on disait, c'est-à-dire qui ont été touchés par cette guerre chimique. Cette guerre chimique pour nous chimistes, et je suis chimiste et je vous veux du bien, en tant que chimistes, nous supportons le poids de cette guerre chimique, et ce qui fait que la France, quand on interroge les Français, est en général négative vis-à-vis de la chimie, alors que l'Allemagne est positive. C'est 55-45 pour l'Allemagne, alors que pour la France, c'est largement l'inverse, peut-être contre du type 65-35, quelque chose de ce genre. Donc, la guerre chimique est pour nous une épine dans notre pied, et nous, évidemment, nous regrettons que à un moment donné, il y a eu cette guerre chimique qui est intervenue au milieu de la Grande Guerre, au début de la Grande Guerre d'ailleurs, pas au milieu. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais le faire de la manière suivante, d'abord situer le problème. Pourquoi il y a eu cette guerre chimique et pourquoi ça a été à Ypres, pour quelles raisons, quelles ont été les conclusions de cela, est-ce que vraiment ça a été la première étape de la guerre chimique ou s'il y en a eu avant. Ensuite, je traiterai évidemment le 22 avril 1915, puis les suites de ce 22 avril 1915, et à la demande de quelques-uns qui étaient là ou qui sont là parmi vous, je pousserai l'affaire en vous montrant comment l'évolution de la chimie a fait qu'il y a eu une évolution parallèle de l'arme chimique, et je terminerai en vous donnant les derniers résultats de ce qui s'est passé en Syrie récemment, puisque j'ai été celui qui a guidé les deux journalistes du Monde et puis du Nouvel Observateur lorsqu'ils sont allés faire prendre les essais, les produits qui étaient sur le sol d'Alep en particulier, et pour être certain que c'était vraiment une arme chimique qui avait été utilisée à ce moment-là. Donc je vais resituer d'abord la guerre 14-18. Elle a été, dans son début, très bien exposée par Lucien Ramplon récemment, que vous trouverez d'ailleurs dans le petit livre dont on a parlé tout à l'heure. Ce début de guerre 14-18, en général, nous la situons, nous Français, à la bataille de la Marne, parce que c'est une victoire. On oublie tout ce qui a précédé cela, et c'est ce qu'a très bien exposé Lucien Ramplon quand il nous a parlé de ce qu'on appelle la guerre des frontières, c'est-à-dire ce qui, au début août, a commencé donc au nord de la France. Alors, pour le situer d'abord, il faut dire qu'il y avait un plan Schlieffen, qui datait de 1905. Schlieffen était lui-même fils du grand chef des armées allemandes, des armées prussiennes, et il avait décrété que nous aurions certainement à nous battre les uns contre les autres, Français contre Allemands, et que la meilleure façon de le faire, c'était non pas d'attaquer par l'est de la France, mais au contraire de passer par le nord, c'est-à-dire d'envahir les Pays-Bas et la Belgique, et ensuite, comme vous le voyez sur ce qui est marqué là, d'encercler les troupes françaises en passant par l'ouest, et même en attaquant Paris par l'ouest. Et vous voyez qu'au bas d'ailleurs vous voyez ici, il y a une attaque, Paris ici, qui serait par l'ouest. Donc ça c'est le plan Schlieffen. Schlieffen est mort en 1906, son successeur a été le général von Moltke, qui lui a modifié légèrement le plan Schlieffen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, dans un premier temps, il a dit on va pas passer par les Pays-Bas, on va passer uniquement par la Belgique, qui était neutre. On va passer par la Belgique, et puis ce qui a été une erreur, puisque là, immédiatement l'Angleterre s'est mise en guerre également contre l'Allemagne, puisqu'elle a dit on n'attaque pas un pays neutre, et il était prévu qu'elle s'engagerait si jamais un pays neutre était engagé dans cette affaire-là. Donc l'Angleterre s'est engagée aussi à côté de la France, donc les Britanniques nous ont rejoints, et le plan Schlieffen a été modifié par Moltke, qui a prévu deux choses dans la modification. La première, c'est de ne pas passer par les Pays-Bas, mais de passer par la Belgique. Et puis la deuxième, c'est d'attaquer par l'Est. Et puis surtout, je vous oublie une troisième également qu'on peut citer, c'est qu'à l'époque, n'oubliez pas qu'il y avait deux fronts. Il y avait le front de l'Est avec la Russie, qui était en guerre également. Et l'idée de Schlieffen était qu'il y aurait peu de chances que la Russie soit suffisamment en forme pour pouvoir résister aux troupes allemandes. Donc on mettait à peine quelques troupes allemandes contre la Russie, mais on mettait le gros de la troupe contre la France.
Et Moltke a décidé d'en mettre un petit peu plus, parce qu'entre-temps, il y avait une évolution de la Russie qui était favorable à celle-ci au plan du développement de la guerre. Et donc, il a dégarni un peu le côté ouest de la France. Donc, le plan Schlieffen-Moltke est ici. Il y a donc attaque sur l'ouest, mais au lieu d'encercler Paris par l'est, c'est aussi une modification. Vous voyez qu'il reste ici, par l'ouest, pardon, il reste ici, et il avait envisagé de passer à l'est de Paris. Au cours de cette évolution, il y a eu à un moment donné un passage où nos aviateurs ont vu que ce plan se mettait en place, et ils les ont immédiatement prévenus, et ce qui est curieux, la personne qu'ils ont prévenu, c'était Alfred Dreyfus, qui était à l'époque chef de bataillon, lequel a décidé très justement de passer outre la hiérarchie et d'informer directement les généraux Joffre et autres qu'il y avait ce changement qui se produisait. Ce changement fut tel qu'il a conduit à la bataille de la Marne. Donc voici ici les deux protagonistes dont on dit toujours qui est-ce qui a gagné la bataille de la Marne. Est-ce que c'est Joffre, est-ce que c'est Gallieni? Ne nous posons pas la question, elle a été gagnée, c'est tout ce qu'il faut voir. Il s'est passé, au moment de cette évolution que Moltke avait mis en place, un trou ici du côté de Coulommiers qui faisait 30 km de largeur à peu près, par lesquels les troupes françaises ont attaqué. D'un côté, il y avait l'armée de von Kluck et de l'autre l'armée de von Bülow qui n'ont pas pu se rejoindre comme elles voulaient, et donc ça a été la débandade des troupes allemandes, débandade limitée bien entendu, alors qu'elles étaient à 45 km de Paris, c'est-à-dire tout proche de la fin de la guerre si jamais elle avait atteint cette ville. Donc Joffre, Gallieni ont réussi cette guerre-là, ils ont réussi donc à bloquer les troupes allemandes, et cela a continué par la suite par ce qu'on a appelé la course à la mer. C'est-à-dire que progressivement, il y a eu des essais de contournement de l'un par l'autre, puis de l'autre par l'un, etc., tant et si bien que tout le long ici, sur 700 km, depuis la mer du Nord jusqu'à la Suisse, le front a commencé à se stabiliser. Mais c'est toujours une guerre de mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les tranchées telles que nous les connaissons et telles que nous les avons souvent présentées. Donc c'est la course à la mer, et dans cette course à la mer, vous verrez apparaître une ville, la ville d'Ypres, qui est ici. Donc ici, la ville d'Ypres. Et donc il y a eu à un moment donné donc une bataille qui s'est passée entre les troupes belges qui étaient présentes, les quelques fusiliers marins français, les troupes britanniques contre les troupes allemandes dans la partie qui est proche de l'Isère. L'Isère est un fleuve qui fait 20 mètres de large à peu près, et qui se trouve par ici, et donc toute cette partie-là, ici, les troupes allemandes ont attaqué nos troupes françaises, nos troupes alliées, et avec beaucoup de force, ce qui fait qu'à un moment donné, on a pensé que la partie était perdue pour les alliés. Lorsque une idée est passée dans la tête de nos dirigeants de l'époque, d'inonder, parce que tout ce terrain-là est soit au-dessous du niveau de la mer, soit à peu près au niveau de la mer. Par conséquent, en ouvrant les écluses, on pouvait inonder la totalité du terrain, vous voyez tel que c'est passé ici, et à ce moment-là, bloquer l'avancée des troupes allemandes. Effectivement, les Allemands qui avaient un matériel lourd ne pouvaient plus avancer, même s'il y avait une petite quantité d'eau seulement, c'était suffisant pour que la boue arrête l'avancée. Donc, ça a déjà été un premier blocage des deux armées, en définitive. Vous voyez, à proximité de cette ville d'Ypres, que les Français ont tenté à ce moment-là de rejoindre aussi, de façon à faire le joint entre les armées britanniques et les armées belges, et l'armée belge, qui a perdu beaucoup de monde au cours de cette bataille d'abord de l'Isère, puis bataille d'Ypres, la première bataille d'Ypres. Donc voici telle que se présentait la situation. Les Allemands étaient près d'Ypres, les Français également. Ils commençaient à s'enterrer, c'était la fin de la guerre de mouvement, et vous pouvez voir également que ça a été à cet endroit-là que s'est passée cette fraternisation dont on a beaucoup parlé, et qui est représentée ici, où Anglais et Allemands, le 25 décembre, se sont réunis et ont fraternisé, ont joué au football, etc., avant de repartir à se battre quelques semaines plus tard. Donc vous voyez sur cette photo qu'à Ypres, les gens commencent à s'enterrer. Nous arrivons à la fin de la guerre de mouvement pour arriver à cette guerre de tranchées où les gens ne bougeaient plus. Et c'est là où, évidemment, se posait le problème, comment continuer une guerre de mouvement. La France, comme l'Allemagne, avait la même théorie à l'époque, c'était l'offensive. C'est l'offensive pour les Français avec tout mis sur les manœuvres et pour les Allemands tout mis sur le matériel. Donc, bloquer, que faire? Le général Moltke
avait perdu la bataille de la Marne. Il faut dire qu'il était souffrant à cette époque aussi, donc il avait été remplacé un peu par un petit groupe de généraux, et donc il a été éjecté, et il a été remplacé par le général von Falkenhayn. Alors ce général était en même temps le ministre de la guerre de la Prusse, et en même temps il était donc le chef de toutes les armées allemandes. Donc chef administratif et à la tête de l'état-major, il se montra très intéressé par les travaux sur l'utilisation militaire de substances chimiques, dont on commençait à lui parler. Et le 18 décembre, donc 1914, vous situez maintenant petit à petit les dates, il conseilla au célèbre chimiste Emil Fischer. Pour nous, Emil Fischer est un très grand chimiste qui fait de très beaux travaux. Il lui a demandé d'orienter ses recherches vers des gaz capables, disait-il, d'incapaciter de manière définitive. C'était vraiment un euphémisme de dire de manière définitive, c'est-à-dire de tuer les gens, les ennemis. Emil Fischer répondit, comme bon scientifique, il n'avait certainement pas envie de s'engager et d'engager la science dans une guerre. C'est une tâche délicate et longue. Et puis surtout, il a dit, si les Anglais se mettaient à leur tour à faire une arme chimique, ce serait très difficile parce que les vents sont favorables aux Anglais. Par conséquent, toute dispersion d'armes chimiques pourrait nous retomber sur le nez. Mais un autre chimiste, Fritz Haber, proposa une méthode par diffusion des gaz qui était une méthode très intéressante parce qu'elle n'utilisait pas des projectiles tels que cela était interdit par les conventions, et donc les militaires finirent par l'écouter, alors qu'au début ils étaient tout à fait contre, et ils ont commencé à l'autoriser à effectuer des tests. Mais la question se pose, et elle s'est souvent posée, qui a commencé, les Alliés ou les Allemands? Parce qu'en effet, une note française du 21 février 2015 donnait des instructions relatives à l'emploi de grenades et de cartouches suffocantes. Ça, c'est les Allemands qui ont appuyé. On n'a jamais retrouvé cette note. Mais avant 1914, il était certain que la France avait préparé des cartouches suffocantes au bromacétate d'éthyle. Alors, c'est pas la peine de détailler tout ce que j'ai marqué là, mais simplement c'est pour vous dire que ce que faisaient les Français, c'était utiliser ce que l'on utilise quand on se bat contre par exemple, à l'intérieur d'une ville, il y a des protestataires qui arrivent, on envoie des gaz lacrymogènes. C'était pas des gaz délétères et tuants, c'était des gaz qui étaient uniquement pour arrêter et puis pour obliger les gens à partir parce qu'ils sont agressés à leur gorge, dans leurs poumons, et ils partent. Mais ce n'étaient pas des gaz mortels. Donc, en juillet 1915, la France a reconnu effectivement publiquement l'existence de ces armes, mais les vapeurs répandues par les engins suffocants ne sont pas délétères et leur effet n'est que momentané. Il y avait un souci humanitaire du côté français, mais absolument pas du côté allemand. Les Britanniques, c'était la même chose, avec quand même le côté fair-play des Britanniques, c'est-à-dire on ne va pas se lancer dans une guerre avec des gaz, mais ils avaient quand même préparé, et toujours avec des dérivés pour les chimistes, vous voyez qu'ils sont toujours avec un halogène, bien sûr, qui va provoquer la formation de produits type acide bromhydrique, acide chlorhydrique, etc., qui sont extrêmement dangereux. Et donc jusqu'en janvier 1915, ils ont fait quelques démonstrations de pilonnage, les Britanniques, avec de l'uroacétate d'éthyle, mais les essais étaient jugés concluants, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous envoyez des gaz lacrymogènes, évidemment les gens sortaient pour essayer d'éviter d'être intoxiqués par ces gaz-là, ils pleuraient, comme vous voyez pleurer les manifestants quand on les disperse avec des gaz lacrymogènes, mais ça n'était absolument pas mortel, comme ce qu'utilisaient les Allemands. Alors les Allemands, l'Allemagne au début de la Grande Guerre était la première mondiale au point de vue de l'industrie chimique. C'était la première industrie chimique mondiale. Mais avant 1914, elle n'avait fait aucun préparatif d'utiliser des armes chimiques, pas du tout. Ce n'est qu'après la bataille de la Marne qu'elle imagina de faire appel à ces systèmes-là pour débloquer la situation, obliger les gens à sortir et puis continuer à les tuer grâce à ces gaz. En octobre 1914, les Allemands utilisèrent eux aussi, comme nous, des obus qui contenaient un produit qui était un sternutatoire, c'est-à-dire qui faisait éternuer. Désagréable quand on n'a pas éternué. À ce moment, il y a la rhume des foins. Personnellement, c'est ce qui m'arrive de temps en temps. Donc, imaginez dans une tranchée quand on nous envoie ce truc-là et qu'on n'arrête pas d'éternuer. Fin 1914, les Français ont répondu, comme il a été dit, par des grenades lacrymogènes. Le 31 janvier 1915, alors là, c'était un petit peu plus fort. C'était du côté de la Russie, à Bolimov, à 50 km de Varsovie. Les Allemands ont tiré 18 000 obus chargés en bromure de xylyle, qui était un puissant lacrymogène. Alors, même chose, toujours pour faire sortir les gens de leurs troupes. En fait, là, ça a été loupé parce qu'il faisait moins 5 degrés à cette époque et que, évidemment, la vaporisation des produits n'était pas favorisée par le froid et les Allemands furent repoussés avec des pertes sévères. En mars 1915, ils utilisèrent la même chose sur le front de l'Ouest. Alors, c'est pas la première fois qu'on utilisait des armes chimiques ou des armes prétendues chimiques.
Alors je voulais, en 2 diapositives simplement, vous rappeler quelques faits qui ont précédé cette utilisation. D'abord, de l'Antiquité au Moyen-Âge, on trouve en Grèce que les Grecs empoisonnaient les puits avec l'ergot de seigle, déjà. Ensuite, le fleuve Pléistos a été intoxiqué ou bien empoisonné avec des racines d'hellébore. L'hellébore, la rose de Noël, contient des produits qui sont toxiques et surtout qui provoquent des diarrhées très fortes. Donc, évidemment, les gens qui buvaient l'eau du fleuve Pléistos ne passaient plus après à se battre. À Sparte, il y a eu des émissions de mélange sulfureux qui ont été utilisées, et même arsenico au siège de Platée. Contre les Romains, au siège d'Ambracie, ça a été des fumées toxiques. D'ailleurs, ça a été surtout des fumées toxiques que l'on utilisait. Puis il y a eu le feu grégeois. Le feu grégeois, qui remonte très très loin, depuis le IIIe siècle de notre ère, qui était conservé comme un secret par ceux qui le possédaient, et cela a été utilisé jusqu'au XVIe siècle, du IIIe au XVIe siècle. C'est une pâte incendiaire avec beaucoup de mélange. Elle n'était jamais identique de l'une à l'autre, c'est-à-dire que chacun y ajoutait un petit truc. Il y avait de l'arsenic, du mercure, des choses de térébenthine, etc. Et même des substances végétales, et même des araignées, tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'était quelque chose qui était très limité aussi au point de vue action. L'état moderne, vous avez quelqu'un comme Léonard de Vinci, qui a lancé des idées également de guerre chimique, Glauber, un chimiste allemand, Semienowicz en Pologne, etc. Et au XVIIe siècle, Leibniz a mis au point ce qu'on appelle un pot puant. Alors évidemment, c'est un pot qui était dégoûtant au point de vue odeur. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelques années à peine, l'armée américaine a fait la même chose. Il y a quelques années, ils avaient mis au point des pots puants. À partir, ils s'étaient aperçus que c'était surtout les odeurs sui generis, c'est-à-dire personnelles, qui étaient repoussantes, et qu'il en fallait 2 en général mélangés pour pouvoir avoir un effet formidable. Bon, ça n'est pas allé très loin, là, comme d'autres armes non létales, il serait intéressant de vous raconter, mais enfin ça m'éloignerait un peu du sujet principal. Sous Louis XIV, il y a eu à nouveau des fumées toxiques, oui, c'est toujours des fumées, pour déloger les protestants des grottes du Languedoc. L'évêque de Münster au siège de Groningue a fait la même chose. En 1726, Fleming, alors qu'il était un homme de guerre allemand, lui, réalisa des engins complexes à base d'arsenic, de plomb, de plantes toxiques. C'était un peu toujours le feu grégeois, mais différent, hein. Mais tout cela avait des utilisations, des applications restreintes, car c'était encore la chevalerie un petit peu qui subsistait, et il s'agissait d'armes odieuses, déloyales et perfides, et les soldats, les guerriers n'aimaient pas les utiliser. Hein. Alors au XIXe siècle, les batailles ont lieu en race de campagne, l'artillerie surclasse l'usage des toxiques, avec quelques exceptions, la guerre de Crimée, où il n'y a pas eu de guerre chimique, mais où il y avait des préparatifs pour une guerre chimique, et puis la guerre de sécession, où il y a eu une guerre chimique avec des fumées toxiques, là aussi. Bon, est-ce qu'il s'était autorisé de faire ça quand les Allemands l'ont fait? Il y avait des traités qui avaient eu lieu, alors il y en a eu plusieurs. Le premier que j'ai trouvé dans la littérature date de 1675. C'était un traité qui était de maîtrise des armements. Alors ça concernait les armes empoisonnées, c'est une convention qui avait été signée à Strasbourg entre Français et Allemands, et un article stipulait qu'aucune des 2 parties n'utiliserait contre l'autre des projectiles empoisonnés. Il y avait même certains endroits où on disait qu'il ne fallait pas les utiliser contre les chrétiens. Vous voyez, donc on pouvait les utiliser contre les musulmans, mais pas contre les chrétiens. En 1868, 20 pays signent la déclaration finale de Saint-Pétersbourg, déjà 1868, qui interdisait l'utilisation d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat et rendraient leur mort inévitable. Mais c'est toujours la mort qui était visée. Hein, donc si c'était quelque chose comme les lacrymogènes ou autres, ça n'était pas visé par les conventions. Et en 1874, l'article 13 de l'accord de la conférence de Bruxelles a mis hors la loi les poisons et les armes empoisonnées. Fin du 19e et début du 20e commencent les 2 conférences de La Haye, c'était elles qui géraient ce qui se passait en 1915, donc qui dépendaient de ces 2 conférences de La Haye. La première, en 1899, c'était une déclaration, elle disait les puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour seul but la mise en œuvre de gaz asphyxiants ou délétères. La deuxième conférence, en 1907, la Convention de La Haye, avait pour objet de codifier certaines lois de la guerre. L'emploi des armes chimiques n'était pas dit, mais à la fin, on parlait de l'usage des poisons et armes empoisonnées qui étaient aussi condamnés. Il y a eu un nombre restreint de signataires. Les Américains, en général, ne signent pas ce genre de truc. Même la dernière convention internationale a mis très longtemps à être signée par les Américains. Hein. Alors pour les USA, ils disaient que la guerre chimique n'était pas plus cruelle qu'une autre. Pour le pharmacien allemand Einstein, il n'y a aucune raison de considérer la guerre chimique comme non chevaleresque. Et pour Sterling si grave, vaut-il mieux revenir de la guerre ayant perdu une jambe plutôt qu'un poumon? On peut se poser la question, bien sûr. Alors, je reviens maintenant en avril 1915.
Donc vous avez vu von Fenkelheim qui disait il faudrait maintenant se lancer dans la guerre chimique, Fischer qui dit non, et puis Fritz Haber qui dit lui, moi j'ai une idée, on n'a pas le droit d'employer des projectiles, mais ce qu'on peut faire c'est utiliser le vent et envoyer des vagues dérivantes de produits. Donc l'idée ce serait donc d'ouvrir des bouteilles de chlore, parce que le chlore était un produit que l'on pouvait se procurer facilement, qui était évidemment très dangereux, et nous avons tous, en tant que chimistes, senti à un moment donné du chlore, on sait ce que ça donne, hein. Et en ouvrant ce chlore, poussé par le vent, il irait du côté des Anglais ou des Français, et les ferait sortir de leur trou, et à ce moment-là, en suivant, nous pourrions prendre le terrain. Alors voilà l'idée de Fritz Haber. Fritz Haber, je commence déjà à en parler, nous en parlerons un petit peu plus longtemps tout à l'heure, mais Fritz Haber était un chimiste reconnu, qui avait sauvé l'humanité. Il avait sauvé l'humanité parce que nous arrivions au début du XXe siècle à manquer totalement d'engrais azotés. Les engrais, c'était les nitrates du Chili. Les nitrates du Chili s'épuisaient et donc il fallait trouver un moyen de faire toujours des produits azotés. Alors évidemment, il y avait l'azote de l'air, mais personne ne savait faire de l'ammoniac, par exemple, ou de l'acide nitrique, et en plus du nitrate d'ammonium. Ça vous rappelle quelque chose, hein, AZF. Donc, et du nitrate d'ammonium, et donc des engrais à partir de l'azote de l'air. Personne ne savait faire, sauf M. Haber, Fritz Haber, qui a réussi à préparer donc de l'ammoniac, tous les produits convenus, avec un nommé Bosch qui lui a mis l'industrialisation au point. Il a fait du nitrate d'ammonium et donc des produits qui étaient utilisés comme engrais. Alors donc, ça c'est le côté que vous voyez au-dessus, et puis en bas vous voyez qu'il est le père de la guerre des gaz, évidemment c'est le deuxième côté. C'est comme souvent en chimie, il y a les deux côtés. Vous savez, le bon côté ça apporte du bien, et le mauvais côté donc ça peut apporter du mal, si ça dépend ce qu'on en fait. Donc là c'est la même chose. Donc monsieur Fritz Haber d'un côté c'était le sauveur de l'humanité, et de l'autre côté c'était quelqu'un qui avait lancé la guerre des gaz. Alors la guerre des gaz, là voilà, nous sommes donc à Ypres, et dans les tranchées, qu'est-ce qu'on fait? Il fait apporter l'équivalent de 6000 bouteilles, pas tout à fait 5740 bouteilles de chlore, vous voyez ici, et on ouvre la bouteille quand le vent est favorable, parce qu'il ne fallait pas le reprendre sur le nez, bien entendu. Donc le vent est favorable, on ouvre les bouteilles, et voilà ce qu'il résulte, une vague dérivante comme cela qui amène le chlore jusque dans les tranchées où se trouvent les militaires. C'est la débandade, bien entendu. C'est la débandade, c'est les yeux qui sont touchés, les poumons qui sont touchés, etc. Il y a la phrase que j'ai lue en début, c'est-à-dire les gens qui toussaient, qui crachaient, qui vomissaient partout, puis ceux qui étaient trop atteints et qui étaient mortellement touchés. Les Allemands essaient de suivre, mais eux aussi, ils sont un petit peu pris dans le coup parce que le chlore est un gaz très lourd. Ils se mettaient dans les trous, par conséquent, ils ne pouvaient pas aller dans les tranchées, puisque de toute façon, ces tranchées étaient déjà occupées par le chlore. Et donc, ils avancent avec précaution, ils avancent quand même sur 4 à 7 kilomètres à peu près, ils avancent face aux troupes franco-algériennes, c'était les troupes franco-algériennes qui étaient devant, mais comme cette avance est lente, les troupes canadiennes qui sont sur le côté attaquent et bloquent les Allemands, ce qui fait que le résultat de la bataille du 22 avril 1915 a été très limité. Alors on a parlé aussi du nombre de morts, je reviendrai là-dessus, il a été exagéré en France parce que l'on souhaitait attirer les Américains à la guerre et par conséquent il fallait leur montrer que c'était terrible ce qui nous arrivait. Alors bien sûr André Malraux a cité cela dans le Miroir des Lemmes en disant sans doute que la chimie était l'arme définitive, l'arme supérieure qui conférera au peuple qui la manieront bien, qui la gouverneront une suprématie mondiale parfaitement, peut-être l'empire du monde, etc. avec l'emphase évidemment d'André Malraux qu'il a écrit dans le Miroir des Lemmes de Lazare. C'est le récit de l'attaque allemande, cette fois-ci, par les gaz, mais un peu plus tard, en 1916. Alors, là, que vont faire les Alliés? Alors d'abord, il y a notre président de la République, à l'époque, c'était Raymond Poincaré, qui dit le 23 avril, le lendemain, c'est l'organisation de l'assassinat. Et demain, pour nous défendre, n'allons-nous pas être forcés d'employer, hélas, les mêmes moyens? Alors, le général Foch, chargeant le docteur Kling, directeur du laboratoire municipal de Paris, de mettre en place une structure. Et les objectifs étaient les suivants. D'abord, mettre en œuvre les moyens pour préserver les combattants. Deuxièmement, mettre en place une organisation pour identifier les agents chimiques. Parce que, vous allez voir, le chlore, c'en est un, mais il y a eu une centaine de produits chimiques qui ont été essayés après. Hein. Donc, il fallait les caractériser pour pouvoir mettre en place ces moyens de défense. Et puis, pour compléter le dispositif, peu de temps après, on a mis en place 2 commissions. Qui fait au total, il y avait 3 commissions. Une commission qui était des études chimiques de guerre, qui était chargée de l'utilisation offensive des gaz, et une commission qui était chargée de produire et d'exécuter, évidemment, les demandes que l'armée fournissait aux usines. Le 4 mai 1915, ça a été vite fait, hein,
depuis le 22 avril, le 4 mai 1915, la France faisait le premier essai expérimental français de nappe gazeuse. On avait bien vu que c'était du chlore, il n'y avait pas d'ambiguïté, il y avait un pharmacien major qui était sur place, qui dès le 23 avait dit c'est du chlore. Bon, donc on a fait la même chose, mais avec le fait que nous n'avions pas une industrie aussi brillante que l'industrie allemande. Alors la production industrielle des usines chimiques françaises était très faible, trop faible pour pouvoir utiliser la technique allemande. Vous vous rendez compte, il y avait donc, je sais combien, si, il y avait 170 tonnes, je crois, de gaz chlore qui a été utilisé pour l'attaque du 22 avril. Nous devions avoir 50 tonnes de chlore peut-être en réserve, c'est tout. Alors les premiers besoins en chlore furent couverts d'abord par les importations d'Italie et de Grande-Bretagne, qui nous ont fourni à peu près 50 tonnes de chlore par semaine. Le 26 septembre 1915, la première véritable offensive chimique alliée pour la Grande Guerre a été faite par les Anglais, près de Loos. Alors ça a été un échec. C'était un demi-échec, parce que là, justement, ils ont eu le mauvais côté, c'est-à-dire qu'ils sont partis, le vent était favorable au départ, puis le vent a changé, a tourné, et il est allé sur eux. Donc, les Anglais ont pris par le nez tout le chlore qu'ils avaient envoyé. Donc, là, ça a été un mauvais passage. En février 1916, c'est la première véritable offensive française à Verdun, avec des obus au phosgène. Je vais revenir sur ce phosgène, que l'on fabriquait à la poudrerie, à côté de la ZF, qui avait bien peur quand il y a eu l'explosion d'AZF, parce que les gens ont dit, est-ce que c'est AZF ou bien est-ce que c'est à côté, pour ce qui n'était pas à Toulouse, ils se demandaient ce qui se passait. En juillet 1916, c'est des obus à base d'acide cyanhydrique qui ont été utilisés lors de la bataille de la Somme. Les chimistes français, à raison de la faiblesse de l'industrie chimique nationale, devaient se tourner vers de nouveaux produits ou d'autres techniques de dissémination de gaz. Alors, arrivent ici deux grands chimistes français qui ont travaillé à l'effort de guerre. Vous avez Victor Grignard d'un côté, qui a eu le prix Nobel de chimie avec Paul Sabatier en 1912, et puis Charles Moureux, qui aurait dû avoir le prix Nobel de chimie pour sa découverte des antioxydants, mais comme il s'était engagé dans la guerre 14-18, pour lui, on n'a pas fait comme pour Haber, on ne lui a pas donné le prix Nobel, alors qu'il l'aurait certainement mérité. Et voici le laboratoire de Charles Moureux au Collège de France pendant la guerre 14-18. Il y a en particulier mon patron de thèse, qui est là ici, Georges Mignonac, qui s'est retrouvé bloqué là, qui me racontait, c'est pour ça que j'ai la tradition orale, ce qui se faisait dans ce laboratoire, où, en particulier, c'est un pharmacien qui travaillait très mal, disait-il, et comme il ajoutait, comme tous les pharmaciens, pardon, monsieur Moulis, il avait un produit qui était absolument dégoûtant, et c'était celui qui permettait au phosgène, en particulier, de ne pas se décomposer. Donc, il avait découvert les antioxydants un peu par hasard. Donc, Charles Moureux, Victor Grignard, lui, était favorable à l'emploi du phosgène, et Charles Moureux a surtout fait beaucoup d'analyses. En particulier, c'est lui qui a découvert la structure de l'hypérite qu'employaient les Allemands, et donc qui ensuite a pu lancer la préparation de l'hypérite, pendant laquelle, d'ailleurs, pendant cette étude-là, mon patron, Georges Mignonac, a été brûlé à l'hypérite à ce moment-là. Alors, revenons maintenant sur la guerre chimique, l'efficacité. Là, il devient rapidement évident, et d'après ce que je vous ai dit en particulier sur ce qui était arrivé aux Anglais, que les hommes qui restaient sur place souffraient moins que ceux qui s'enfuyaient, tout mouvement ravage les effets du gaz. De même, le gaz étant souvent plus dense que l'air, les hommes se tenant debout sur les parapets étaient moins touchés que ceux qui s'allongeaient dans la tranchée. Donc petit à petit on leur a dit, ne vous allongez pas, restez debout. Il faut le supporter quand même. Le chlore fut également une arme moins efficace que n'avaient espéré les Allemands, en particulier lorsque de simples contre-mesures furent mises en place. Il suffisait par exemple de prendre un tissu humide, et surtout si on y mettait de l'urine, et ça nous savons très bien que l'urine plus le chlore va donner des réactions qui vont bloquer le chlore, donc les militaires imbibaient des mouchoirs, imbibaient des linges de leur urine, et puis se le mettaient sur le nez pour se protéger du chlore. Bon, alors ça, c'était l'eau suffisait aussi, donc c'est une protection qui était assez forte. Alors que c'est quand on perdait beaucoup en efficacité. Alors d'autant plus qu'il faut une concentration assez forte pour qu'il y ait une formation d'acide à l'intérieur du poumon, et donc cette concentration était rarement atteinte. Les contre-mesures, c'est quoi? Les contre-mesures, ça a été de mettre au point des masques à gaz. On a vu les premiers masques à gaz, donc d'abord ça a été des tampons que l'on mettait sur le nez, et puis petit à petit, on a mis c'est sophistiqué, on a fait des masques à gaz qui étaient parfaitement efficaces, et qui donc limitaient les effets du chlore en particulier. Bon, les deux camps se sont livrés à une guerre acharnée pour développer de nouveaux composés toxiques. À partir du moment où on bloquait le chlore, eh bien, il fallait trouver autre chose. Donc, on a fait de nouvelles recherches avant que les mesures de protection ne soient disponibles. Alors, vous avez ici des masques à gaz.
voyez, ça c'est ce qui était employé par les Français, donc c'est un peu curieux. Et puis là, vous voyez des Anglaises qui sont en train de faire des tas de masques en mousseline, mais alors là, ça a été un loupé total. Alors elles en ont fait énormément, c'est le Daily Mail anglais qui avait dit il faut que toutes les femmes se mettent à faire ce type de produit. Elles en ont fait en quantité, mais alors, quand le gaz arrivait, ça se bloquait, enfin c'était vraiment lamentable, il a fallu attendre quelques mois pour qu'on ait une protection réellement efficace, mais on l'a eu, et donc cela a limité les effets. Alors, on s'est tourné vers de nouveaux produits, puisque le chlore, ce n'était plus le cas. Alors le phosgène. Alors les défauts du chlore furent surmontés par l'introduction du phosgène. Le phosgène, qui fut utilisé pour la première fois en 1915 aussi, est un gaz incolore, il possède une odeur semblable, on dit, au foin moisi, comme le foin moisi. Il était difficilement décelable, ce qui faisait de lui l'arme plus efficace le chlore, parce qu'il était incolore, donc il passait totalement inaperçu. Bien qu'il fût parfois utilisé seul, il était le plus souvent mélangé au chlore. Alors là, on le retrouvait bien sûr, mélangé au chlore pour que la densité totale des deux permette une bonne diffusion du gaz. Le phosgène était un puissant agent plus mortel que le chlore, mais son principal inconvénient était que les symptômes ne se développaient que 24 heures après l'intoxication. 24 heures. Donc pendant 24 heures, le soldat était atteint, il ne le savait pas, il pouvait continuer à se battre, donc c'était une perte d'efficacité, et puis après, au bout de 24 heures, eh bien, il était mourant pratiquement. Hein. Donc les soldats qui étaient apparemment en forme, au bout de 24 heures, crevaient. Lors de la première utilisation du mélange chlore-phosgène, c'est les Allemands qui l'ont utilisé contre les troupes britanniques. C'était près d'Ypres toujours, puisqu'il y avait un blocage au niveau d'Ypres. C'était le 19 décembre 1915. 88 tonnes de gaz furent utilisées. Vous voyez la force de l'industrie chimique allemande. 88 tonnes de gaz furent utilisées. Il y a eu 1069 pertes, seulement 69 morts. Donc, si vous vous rappelez le nombre de morts qu'il y a eu pendant la première partie de la guerre 14-18, qui était de 300 000 à peu près, vous voyez que 69 morts, c'est peu par rapport au reste. Donc, la guerre chimique, il faut vous dire, c'est une guerre qui n'amène pas, tout au moins à ce niveau-là, étant qu'on en est au niveau de la guerre 14-18, n'amène pas des décès considérables. Bon, et le masque à gaz fut aussi modifié de façon à arrêter le phosgène. Et donc, à ce moment-là, on a eu à nouveau une protection. Donc, au total, c'est 36 600 tonnes de phosgène qui furent produits au cours de la guerre. 36 600 tonnes. Il faut voir ces chiffres, c'est considérable. Hein. Sur un total de 190 000 tonnes d'armes chimiques. Et c'est le phosgène qui a été le second composé le plus produit après le chlore, puisque le chlore, ça a été 93 800 tonnes de chlore qui ont été utilisées pendant la guerre. Alors l'Allemagne, au point de vue phosgène, ce qui suit c'est pour le phosgène, a utilisé 18 100 tonnes, la France 15 700 tonnes, le reste, Royaume-Uni et puis les États-Unis, peu, mais parce qu'ils ont utilisé ce que nous avions nous, puisque quand je parle de 15 700 tonnes, c'est en même temps lorsqu'on faisait des attaques communes avec les Anglais ou les États-Unis. Alors, bien que le phosgène soit moins connu que le gaz moutarde, dont on va parler, l'hypérite, il fut responsable de 85% des tués par armes chimiques au cours de la Première Guerre mondiale. Le gaz moutarde, c'est celui dont on entend le plus parler, bien sûr, puisqu'il est encore utilisable maintenant, si je puis dire. En 1917 seulement, il a été utilisé. C'est le plus connu, peut-être le plus efficace. C'est un agent vésicant. Il n'est pas nécessaire de le respirer, il suffit des fois qu'il passe sur la peau, il va créer des brûlures intenses et qui ne guérissent pas. Nous avons travaillé au laboratoire à un moment donné sur des produits qui ressemblaient à ces substances-là, mais c'était des moutardes azotées, qu'on appelle la place du soufre, on mettait de l'azote, et la personne qui faisait le spectre infrarouge avec ça en avait laissé tomber sur sa main, et ça a mis des mois avant de pouvoir guérir, parce que la plaie qui était faite par ces dérivés-là ne guérissait pas facilement, à tel point qu'on en a fait par la suite des agents anticancéreux, puisqu'ils détruisaient les cellules. Le gaz moutarde, c'était pas, soi-disant, réellement mortel, bien qu'à haute dose il le soit, mais il a tué beaucoup de monde quand même. Hein. Il était surtout utilisé pour handicaper l'ennemi, tout en polluant le champ de bataille. Étant plus lourd que l'air, il stagnait au niveau de l'eau, du sol, comme un liquide huileux de couleur jaunâtre. Une fois dans le sol, il restait actif pendant des jours, des semaines, voire des mois. On a pu retrouver récemment, quand Saddam Hussein a été mis en tôle, on a fait une étude des petits villages kurdes dans lesquels il avait envoyé pas mal de gaz, et on a retrouvé de l'hypérite, donc c'était 4 ans après l'utilisation. Donc fixé sur le sol, on dit toujours que l'hypérite se décompose, mais fixé sur le sol, l'hypérite reste stable et on peut le retrouver. Alors le gaz cause toujours des hémorragies externes internes et détruisait les tissus pulmonaires, cela causait des douleurs abominables aux soldats qui se noyaient littéralement, etc. Donc c'est une arme horrible qui est utilisée encore, qui a été utilisée à Alep par Bachar el-Assad tout récemment. Hein. Donc, pour vous donner une idée, c'est pas la peine de vous
lire tout cela, vous voyez simplement le nombre de produits qui ont été utilisés pendant la guerre 14-18. D'abord les irritants et les sternutatoires. Alors ça, c'est des produits qui n'étaient pas mortels. Alors, parmi les mortels, qui étaient plus incapacitants, il y avait les vésicants, dont l'hypérite, le sulfure d'éthylhydrochloré, les suffocants, le chlore, l'oxychlorure de carbone, etc. Et puis les toxiques, comme l'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique que nous venons d'autoriser à l'ANSES comme pesticide, alors que c'est celui qui est utilisé pour les chambres à gaz américaines, quand on tue quelqu'un qui est condamné à mort. Eh bien, l'acide cyanhydrique est un produit qui est irremplaçable pour tuer certaines bêtes. Par exemple, quand vous avez un avion, vous soupçonnez qu'il y ait des rats ou des souris dans l'avion qui grignoteraient toutes les commandes, etc. Et donc, quelque chose qui est difficile à suivre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ferme bien l'avion, avec plus personne dedans, bien sûr, on y met de l'acide cyanhydrique, et puis après, on aère le tout, et puis, c'est à nouveau utilisable. Donc, l'acide cyanhydrique, dont on va reparler dans un petit moment. Alors, les pertes, bon, par armes chimiques furent relativement faibles. Les Britanniques disent que seuls 3% des soldats touchés mouraient, 2% devenaient invalides, et 70% étaient prêts à retourner au combat en moins de 6 semaines. Toutes les victimes des gaz ont été quand même psychologiquement marquées, et le gaz est resté l'une des peurs majeures des soldats qui étaient en première ligne. Le gaz moutarde fut le gaz qui causa le plus de pertes par gaz sur le front de l'Ouest. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était le front de l'Est, mais parce que je vais mélanger tout, le front de l'Ouest et le front de l'Est. Et sur le front de l'Ouest, c'est le gaz moutarde qui a causé le plus de pertes sur le gaz sur le front de l'Ouest. Le gaz moutarde, contrairement au chlore, mais comme d'autres gaz qu'on produit aussi, n'a pas besoin d'être inhalé comme d'autres produits. Une simple exposition cutanée suffit. Alors vous voyez ici les pertes dues au gaz. L'Empire russe, morts au total, et sur toute la guerre, il y a eu 56 000 morts, blessés 419 000. Si je prends le total, prenons le total plutôt que de voir le détail, il y a eu à peu près moins de 90 000 morts par l'arme chimique, comparé aux 8 millions et quelques de morts de la guerre 14-18, c'est peu de choses, hein. Et il y a eu 1 240 853 blessés. On sait les nombres à peu près exacts de ce cas-là, ils sont critiquables, hein, mais par les pensions qui étaient attribuées ou des choses de ce genre. Alors si je reviens sur ce bilan, vous voyez 8 500 000 morts pendant la guerre 14-18, 23 millions de blessés. L'attaque du 22 avril 1915, j'y reviens, j'ai dit que j'allais vous dire la vérité. Officiellement, on a dit 5 000 morts, 10 000 blessés. C'était faux. C'était faux. En fait, il y a eu entre 800 et 1400 morts et de 2000 à 3000 intoxiqués. Il y a un livre remarquable qui a été fait par Olivier Lepic sur la guerre chimique, dans lequel il a fait une étude complète, et c'est, je crois, les chiffres qu'il faut adopter. Mais si on avait gonflé les chiffres, c'était pour dire aux Américains, venez vite nous aider, regardez, ils emploient des armes qui ne sont pas des armes humaines, et puis on a besoin de votre aide. Le bilan de la guerre chimique, eh bien, c'est, alors uniquement pour le front de l'Ouest, hein, 18 000 morts, et 496 000 morts et simplement gazés, dont 130 000 en France. 3% du total des victimes de la guerre. Voilà, mais il faut savoir aussi que 80% des victimes le furent lors des 11 derniers mois de la guerre. Alors revenons à Fritz Haber. Fritz Haber, en 1919, on lui a attribué le prix Nobel de chimie 1918. Et donc, c'est quelque chose qui nous marque également, à tel point que si vous allez à Breslau, qui s'appelle maintenant Wrocław, puisque Fritz Haber était originaire de Breslau, il y a une salle où sont les portraits des illustres d'illustres scientifiques, en particulier de Breslau, et le portrait de M. Fritz Haber a été mis à l'envers pour montrer que les gens ne sont pas d'accord, mais que c'était comme ça, il a eu. Alors, autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que lorsqu'il est revenu après le 22 avril 1915 chez lui, le 1er mai 1915, il a fait une fête pour d'abord se féliciter d'avoir les galons de capitaine. C'était un rêve qu'il avait depuis longtemps. Et puis ensuite, qu'il avait eu avant d'ailleurs, hein, et ensuite pour se féliciter de la réussite de la guerre chimique, et sa femme, qui était elle-même docteur en sciences physiques, Clara, qui était la première femme docteur en sciences en Allemagne, s'est suicidée ce jour-là, le 1er mai 1915, avec le revolver d'ordonnance de Fritz Haber. Et c'est son fils, leur fils Hermann, qui l'a trouvée morte dans le jardin. Alors il y a eu toujours une polémique à ce propos, et nous avons un spécialiste Fritz Haber dans la salle, on pourra éventuellement en parler. Fritz Haber aussi avait une petite maîtresse qu'il épousa par la suite, on ne sait jamais si c'était pour des affaires. Enfin, je pense plutôt que Clara était très touchée par le fait que son mari se soit lancé dans cette opération de guerre chimique. Alors il a continué à travailler, après bon, il a été un peu gêné, pendant quelque temps il est resté en Suisse, pas longtemps, quelques mois, hein, parce qu'il était considéré évidemment comme un criminel de guerre. Mais petit à petit, enfin, ça s'est tassé, il est revenu en Allemagne, il a pris la tête d'un grand institut de recherche où il y avait 1500 personnes, dont 150 scientifiques,
Il a continué à travailler, en principe, sous les insecticides, en appliquant ce qu'il avait appris de la guerre chimique contre les individus, et donc mettant au point certains produits, dont un qui est le Zyklon B, et Fritz Haber, juif, et lui celui qui, grâce auquel on a mis au point le Zyklon B, qui a été utilisé ensuite à l'écran de la mort. Alors là aussi, il y a une polémique un peu là-dessus, mais c'est quand même son équipe, et avec Albert Haas, il a développé un insecticide à base de cyanure, le Zyklon B, qui a été utilisé par la suite donc par les nazis pour tuer des personnes à Auschwitz et ailleurs. Alors la deuxième étape, ça a été les agents neurotoxiques. Alors là, nous nous quittons un petit peu, puisqu'il est mort en 1934. Après, comme il était juif, même s'était converti à l'âge de 24 ans au protestantisme, mais c'était certainement de façon conjoncturelle. Mais pour les nazis, de toute façon, il était juif. Donc il a été obligé de fuir. Il est parti en Angleterre, qu'il a accueilli. Les abus sont généreux, puis ensuite en Suisse. Et en Suisse, il est mort en 1934 en Suisse. Donc, par la suite, les études ont continué avec d'autres personnes, et Schrader a trouvé des composés organiques du phosphore qui étaient absolument remarquables. C'était un insecticide extraordinaire, mais qui avait en même temps la qualité, si je puis dire, d'avoir une forte toxicité pour l'homme. Les neurotoxiques étaient découverts. De 1935 à 1945, il faut savoir que les Allemands avaient préparé 15 000 à 30 000 tonnes de taboun. Le taboun est un neurotoxique, justement. Ils avaient des installations qui étaient capables de préparer 7 000 tonnes par an de sarin, et c'est encore une énigme. Pour quelle raison n'ont-ils pas utilisé, et n'a-t-on pas utilisé pendant la guerre 39-45, la guerre chimique? Alors, on dit que c'est parce qu'Hitler avait été atteint pendant les derniers mois de la guerre par l'hypérite. Il avait été atteint, il avait été aveugle pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, donc il avait gardé un très mauvais souvenir de l'arme chimique, mais je ne crois pas que ce soit cela qu'il ait retenu. Je pense que c'était surtout, il avait peur que ça lui retombe sur le nez, puisque, entre-temps, d'autres produits avaient été mis au point, et c'était en compétition avec les Américains en particulier. Alors, pour vous donner ce qui avait été fait à partir de ces neurotoxiques, dont vous entendez parler de temps en temps, en particulier le sarin, le deuxième produit qui est là, c'est celui dont on parle le plus, qui a été utilisé aussi en Syrie récemment, qui a été utilisé en Irak, en Iran, etc. Et vous avez, alors, le produit le plus dégueulasse de tous, c'est le VX qui est ici. J'ai personnellement travaillé sur le VXN qu'on appelle, pour le détruire, rassurez-vous, pas pour le faire, pour le détruire, parce qu'on a l'obligation de détruire toutes les armes chimiques qui sont accumulées, et c'est un produit qui est une très très grande toxicité, et vous voyez que en liquide, en grammes par homme, il suffit de 0,015 grammes pour tuer quelqu'un. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dramatique. Même celui-là n'est pas le VXN est encore pire. Et en plus, il est totalement insoluble, donc quand on veut le décomposer, il faut employer des moyens un peu spéciaux. Au passage, je vous dis quelque chose, parce qu'on va le retrouver quand je vais parler un peu de la Syrie, rapidement. Ce que l'on a mis au point aussi, c'est les armes binaires. C'est-à-dire que pour contourner les lois d'interdiction, on prend deux produits qui, normalement, lorsqu'ils sont en réaction, vont donner l'arme sarin, par exemple, et on les met séparément dans un obus, séparés par une membrane. Quand l'obus part, la membrane se pète, les produits se mélangent, et quand l'obus arrive à destination, la réaction est terminée, le produit toxique est fait. Les deux produits ne sont pas toxiques. Et alors c'est ce qu'on trouve la plupart du temps maintenant, que les produits sont conservés sous une forme non toxique à part, c'est quand on les mélange qu'ils deviennent toxiques, avec réaction. Alors, des fois on nous dit aussi la toxine, oui, des toxines, ça c'est pas de la chimie, c'est des produits qui sont de nature biologique. Vous avez la ricine dont on a parlé, 1 gramme de ricine tuerait 600 000 personnes. 600 000 personnes. La toxicité, vous la voyez par rapport aux agents chimiques, aux agents biologiques, où se trouvent les agents chimiques sont moins toxiques, mais à mon avis plus dangereux que les agents biologiques. Quand il y a eu les attaques de la secte Aoun, dont je vais vous dire deux mots, eh bien ils ont fait, avant de passer à l'arme chimique, ils sont passés à l'arme biologique, et ça n'a pas marché du tout. Alors, la guerre chimique, elle a continué, malgré les interdictions. En 1920, en Russie, contre la guerre civile. En 1925, les Espagnols les utilisaient contre les Marocains. En 1935, à la guerre d'Abyssinie, l'Italie contre l'Éthiopie. En 1937, les Japonais, jusqu'en 1943, ont tué les Chinois avec l'hypérite. Alors d'ailleurs, les Japonais sont obligés maintenant de nettoyer tout l'endroit où ils avaient utilisé l'hypérite, parce que le règlement fait que ceux qui l'ont envoyé doivent le nettoyer, mais après une certaine date. Ce qui fait que ce que nous avons reçu
de la part des Allemands pendant la guerre 14-18, c'est à nous de les enlever. Parce qu'on avait bien pensé de leur dire, c'est à vous de les détruire, parce que c'est vous qui nous l'avez envoyé. Mais non, pour là, c'est trop loin dans les années. Par contre, c'est le cas pour les Japonais. Alors après, je ne vous dis pas tout le reste, je vous rappelle simplement à la fin que l'Irak et l'Iran se sont battus à l'Ipérite, au Taboum et au cyanure, et que les villages kurdes ont été attaqués par l'arme chimique, par les forces irakiennes, et qu'on est sûr que c'était des armes chimiques qui ont été bien analysées. Alors je vais aller un peu vite là-dessus sur les protocoles, pour vous dire que là aussi il y a eu des protocoles de Genève, bon, qui est daté de 1925, dans lequel on interdisait l'arme chimique et l'arme biologique, mais actuellement nous vivons sous le régime de la Convention internationale de l'interdiction des armes chimiques. Alors officiellement, cette convention interdit la mise au point, la fabrication, le stockage et l'usage des armes chimiques. Elle a été signée en 1993 à Paris, elle est entrée en vigueur en avril 1997, c'est le dernier jour qui était autorisé pour pouvoir signer cette convention, et les Américains et les Russes l'ont signé ce jour-là. Et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'ils allaient le signer. Je crois que le Vatican ne l'a pas signé, ni l'Andorre. C'est moins grave. Alors les dispositions de la Convention, je les passe également, c'est tout simplement, il faut que dans 10 ans, toutes les armes chimiques aient disparu, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible parce que c'est trop difficile à détruire, les armes chimiques c'est plus difficile à détruire qu'à faire. Donc il faut détruire les installations, ça c'est facile, les armes chimiques c'est autre chose. Alors, là je saute ceci. Dès le départ, vous voyez, on a fait le bilan, on a demandé aux différents pays de dire qu'est-ce que vous avez comme arme chimique. Alors, l'arme chimique des Russes, des Soviétiques, eh bien, ils avaient 40 000 tonnes d'armes chimiques, donc en particulier le VXN dont j'ai parlé tout à l'heure. Les Américains, à peu près 28 000 tonnes. Et en 2003 seulement, la Russie l'avait détruit 1%, en 2003 c'était la limite à laquelle ils auraient dû tout détruire, hein. Et les Américains 24%. Et les Américains avaient mis toute leur bonne volonté, mais c'est quelque chose de très long à faire. Alors, on a parlé aussi très souvent du terrifiant arsenal de Saddam Hussein. Pendant la première guerre du Golfe, c'est vrai, juste après la première guerre du Golfe, c'est vrai, il avait un arsenal considérable qui a été détruit. Pour la deuxième guerre du Golfe, ça a été la raison pour laquelle nous n'y sommes pas allés, mais les Américains y sont allés. Là, c'était faux, tout avait été détruit depuis. Hein. Il n'y avait plus d'armes chimiques chez Saddam Hussein. Puisqu'il avait été considérable, il y avait 38 000 armes chimiques, 48 missiles opérationnels, il y avait 8 400 litres d'anthrax, vous voyez, donc des choses absolument horribles. Il y a quand même des produits qui ont disparu, dont on ne sait pas s'ils sont devenus. Il y a 800 tonnes d'éléments chimiques qui étaient là pour fabriquer le VX qui ont disparu. Hein. L'Irak pourrait fabriquer avec ça 200 tonnes de VX, donc je vous rappelle que 0,015 grammes pour tuer une personne. Bon, mais tout cela, que sont devenus, on ne le sait pas. La première guerre du Golfe, on a eu, vous savez, les vétérans ont été atteints, on a dit qu'est-ce qui s'est passé, la maladie des vétérans, en fait c'était vrai. Les Tchèques ont été les premiers à déceler l'arme chimique et les Français, Cocorico, les seconds. Nous avons des détecteurs d'armes chimiques qui sont remarquables, les Américains étant très loin derrière nous. Nous avons pu, à ce moment-là, savoir que depuis Kamizia, la ville où se fabriquaient ces produits-là, avaient été envoyées certaines armes chimiques et ont été détectées pendant la première guerre du Golfe par les Tchèques, puis par les Français. Alors, je disais que faut-il s'attendre à une guerre chimique? La guerre chimique, certainement pas. Le terrorisme chimique, oui. Alors, le terrorisme chimique, c'est la secte Aoun. Vous vous rappelez, en avril 1995, le métro de Tokyo, attaqué par l'arme chimique, 5 grammes de métro aboutissant au même endroit, un sac percé dans chacune de ces rames, et 12 morts. Le nombre de morts a été limité, mais 5000 personnes intoxiquées, avec une erreur de diagnostic au départ, où on a pensé que c'était l'acide cyanhydrique, et donc on a commencé à traiter dans les hôpitaux les personnes intoxiquées pour l'acide cyanhydrique. En réalité, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient atteints par le Sahara, et un professeur d'université a été informé de ce qu'on voyait sur les malades. Il a dit, mais c'est pas de l'acide cyanhydrique, c'est certainement du Sahara, et on a pu rectifier le tir et traiter directement. Alors ceci pour vous montrer où sont les différentes usines de fabrication d'armes chimiques en Russie. Vous voyez, elles sont situées là. Et on essaie de décomposer des armes chimiques sur le site. On ne déplace pas autant que faire se peut une arme chimique parce que ça peut être dangereux. Les Américains, c'est pareil. Ils ont 8 sites pratiquement. Les Américains sont à presque 1% de la ferme. Ils ont pratiquement tout décomposé. Les Russes, ils en ont fait peut-être le tiers, mais pas davantage. Donc, ils continuent à avoir encore une arme chimique importante.
un problème s'est posé quand on a voulu détruire les armes chimiques de la guerre froide, qui étaient entreposées à côté de Bonn, à Klausen. Alors les écologistes allemands ont refusé que d'abord on le déplace. On ne peut pas traiter sur place, on ne peut pas traiter une arme chimique dans un endroit où il y a une forte population. Donc on l'a amené jusqu'à Miesau, où un train a emporté le tout jusqu'à la mer du Nord, et après, qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Les Américains, les associations américaines ont refusé qu'on détruise les armes chimiques chez eux. Ils n'en voulaient pas, ils ont dit, nous on en a suffisamment, on ne va pas acheter des choses. Alors les Américains ont trouvé la solution, ils ont trouvé un atoll qui est à 1000 miles d'Hawaï, en pleine Pacifique, et il n'était habité que par des oiseaux, pratiquement. Ils ont monté une usine là, et c'est là qu'on a fait la destruction des armes chimiques. Donc, et quand ils ont fini, ils ont détruit toute l'usine et rendu l'atoll à sa vie sauvage. Alors en France, qu'est-ce que nous avons comme armes chimiques? Bien, il nous reste encore à détruire 300 à 400 tonnes à peu près d'armes de munitions chimiques. Alors, c'est essentiellement de l'hypérite qui vient je me suis désolé, j'ai eu la flemme encore de refaire cette diapo en français, mais enfin je vais la traduire au fur et à mesure. C'était l'hypérite de la Première Guerre mondiale. Et vous vous rappelez, on a eu, il y a quelques années, il y a eu dans les journaux des annonces, attention, on va déplacer les armes chimiques qui sont à un endroit pour les amener à Mailly, qui est dans l'Aube, où on va les détruire. Tout simplement parce qu'on avait rassemblé, tous les ans on trouve des armes chimiques, tous les ans on trouve des obus qui n'ont pas explosé et qui contiennent encore de l'hypérite. Et tout ça est entreposé et envoyé donc dans une usine qui est en construction à Mailly, dans l'Aube. Alors ça, c'est pour la destruction. Maintenant, la partie secrète de l'arme chimique, c'est Bédénamous. Comment faisait-on quand on faisait une expérimentation d'armes? Parce que nous, les Français, nous avons fait aussi des armes chimiques, les mêmes, pratiquement, les mêmes. Donc il fallait les essayer. Jusqu'en 1978, on avait un endroit qui était remarquable, c'est Bédénamous, qui se trouve dans le sud de l'Algérie. Et pourquoi 1978, vous allez me dire, alors que les accords d'Évian, c'était bien longtemps avant, c'était 15 ans avant, 16 ans avant. Parce qu'il y avait un accord secret, dans lequel, en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, il avait été décidé, autorisé des Français, à continuer leurs essais sur le site de Bédénamous. C'est 100 km sur 60 km, quand même, c'est important. Donc il y avait ça, et on avait ainsi le plus vaste champ d'expérimentation que du monde, à part les Russes peut-être. Donc voilà comment ça se présente, les armes chimiques qui sont abandonnées. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait pour s'en débarrasser? En France, on les mettait dans la baie de Somme et on les faisait exploser. Alors ça partait comme ça partait, bien entendu. Vous voyez ici, il y a un petit poisson rouge là, que vous pouvez voir, donc c'est l'arme chimique entreposée au fond de l'eau. Et puis celles que l'on recueille, elles ont la tête que vous voyez là, c'est-à-dire extrêmement atteinte en particulier. Alors voilà Bédénamous qui se trouve donc dans le sud algérien ici. Et j'étais il y a 2 ans à l'école polytechnique d'Alger, où le directeur de l'école, un général, m'a dit qu'il souhaitait évidemment qu'on aide pour la destruction de cette arme chimique. Alors j'ai transmis cela aux fonctionnaires défense qui nous gèrent dans l'éducation nationale, et qui a vraisemblablement bien passé le message, puisque quelques mois après, le président Hollande, venant en Algérie, a dit « Nous allons vous aider à détruire, à rendre Bédénamous accessible à tout le monde, c'est-à-dire à le désintoxiquer. Il faut pouvoir nettoyer le sol en particulier, et c'est un très gros travail, bien entendu, que les Algériens ne peuvent pas faire seuls, et pour lesquels on sera certainement engagé. Alors je termine maintenant sur la guerre chimique avec la Syrie, puisque c'est d'actualité, il n'y a pas longtemps qu'on en a parlé, n'est-ce pas? On savait qu'ils avaient une arme chimique, et les Syriens n'avaient pas signé la Convention internationale de l'interdiction d'armes chimiques. Non, ils dissimulaient cette arme chimique. Alors il y en avait en quantité, maintenant on sait où ils sont, et vous avez ici la localisation des centres de recherche, de stockage et de production. Il y en avait en quantité, et c'était des produits de différentes qualités. Alors qu'est-ce qu'ils avaient? Du gaz moutarde, de l'hypérite, des centaines de tonnes, du sarin, l'agent neurotoxique, des centaines de tonnes, du VX, un stock important, des ogives chimiques pour missiles Scud, qui sont des missiles qui portaient à longue distance, 200, des bombes à gravitation par milliers, des obus d'artillerie par milliers. Mais la source, c'est de juillet 2012, donc c'est lorsque l'ONU est allée sur place faire les constatations. Alors, 3 gaz essentiels, le gaz moutarde, l'hypérite, le gaz sarin et le gaz VX. Donc vous avez ici l'image d'une personne qui est atteinte par le gaz sarin, et donc avec cette mousse qui apparaît ici autour du visage, et
pour laquelle, évidemment, il est très difficile de s'en sortir si on n'a pas... On a des antidotes, mais il faut les utiliser tout de suite. L'armée française possède ce qu'on appelle des sirettes d'atropine, dans lesquelles, à double étage, dans lesquelles il y a 2 substances, et il est dit aux militaires, s'il y a une attaque chimique que l'on vous indique, vous devez vous piquer à travers le pantalon, même, tout de suite. Ne pas attendre, il faut se piquer immédiatement. Sinon, ça n'a aucun effet. Donc, vous voyez les nombres de morts qu'il y a eu par attaque à Alep en particulier, avec l'arme chimique que Bachar al-Assad a utilisée. C'est une réalité. Les 2 journalistes qui sont passés là-bas ont ramené des produits qui ont été analysés par le centre du Boucher, et il n'y a aucun problème, c'était bien ces substances-là. Alors, on en est, vous savez qu'ils ont accepté d'éliminer les armes chimiques. L'estimation, il y avait 45 sites, à peu près 1000 tonnes d'agents et de composants chimiques. Je dis de composants chimiques parce qu'il y avait donc des produits qui étaient à part. Comme je vous ai montré qu'on pouvait faire des armes binaires en mélangeant juste au moment les produits, il y avait les 2 produits d'armes binaires qui étaient utilisables. Alors ceux-là, on les a laissés, on les a fait décomposer sur le sol même de la Syrie. Là, c'est pas grave. Mais le reste, il y a eu un calendrier. Le 21 septembre 2013, il fallait connaître la liste de toutes les armes chimiques. En novembre 2013, on a détruit les équipements de production et de remplissage. Et en 2014, il fallait éliminer complètement tout le matériel et l'équipement d'armes chimiques. Alors, il y a une organisation pour cela qui est collée pratiquement à la Convention. C'est ce qu'on appelle l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Elle a eu le prix Nobel de la paix pour tout le travail qu'elle a fait pour éradiquer l'arme chimique. Et donc, cette organisation a bien surveillé toute l'affaire. Et voilà comment ça s'est passé pratiquement. La résolution de l'ONU, c'est-à-dire il y a un calendrier qui a été mis en place. Il n'y a pas de sanctions, parce que ça a été certainement une négociation avec Bachar el-Assad, ni de justice internationale. Certainement une négociation. Alors voilà comment on retrouve les stocks d'armes chimiques syriennes avec les munitions toutes prêtes. L'évacuation des armes chimiques, puisqu'on ne pouvait pas les détruire sur place. Il y a la guerre en Syrie. Donc il fallait les transporter quelque part. Alors, le système a été le suivant. On a amené toutes les armes chimiques au port de Latakia, en Syrie. De là, un bateau danois a amené toutes les armes chimiques à un port italien qui s'appelle Gioia Toro, ici. Et de là, un bateau qui est le Cape Ray américain, qui était équipé pour détruire les armes chimiques, attendait le tout et est parti avec ça en Méditerranée, pas dans l'Atlantique, en Méditerranée, là c'est différent. Alors voilà le bateau danois qui part, escorté par un bateau chinois et un bateau russe. Il arrive au port italien, voilà le port italien qui est spécialisé un peu dans le transport comme cela, un très gros port. Voilà le bateau américain qui est équipé pour détruire l'arme chimique. Ce bateau est parti au milieu de la mer. Alors rassurez-vous, il n'a pas jeté des produits dans la mer, bien entendu. Il est équipé de tout ce qu'il faut pour détruire l'arme chimique. Il y a 2 façons de le faire, et on peut la brûler, l'arme chimique, mais il faut faire attention parce qu'il faut brûler aussi les fumées, parce que si vous ne brûlez pas les fumées, elles peuvent se répandre comme la dioxine se répandait depuis les fours d'incinération des ordures ménagères, par exemple. Maintenant, on brûle les fumées, donc il n'y a plus de dioxine. Mais avant, c'était pas le cas. Ou encore, on fait l'hydrolyse. Donc tout cela, ça se fait dans des usines de ce type-là, qui sont sur le bateau même. Donc grâce à ces usines-là, il y a 2 usines de ce type, deux usines de matériel de ce type-là. Ils ont tout détruit, ce qui fait qu'ils sont arrivés à avoir 10 fois plus de liquide que ce qu'ils avaient avant. Parce qu'il faut dissoudre, bien sûr, dans l'eau pour en détruire. 10 fois plus de liquide. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces liquides? Est-ce qu'ils l'ont jeté dans l'eau? Non. Évidemment, il ne fallait pas polluer la Méditerranée. Ce liquide-là est parti en Angleterre et en Allemagne, où ils avaient sous-traité la décomposition finale de ces produits, et tous ces produits-là sont terminés, donc ils ont été détruits définitivement en Angleterre et en Allemagne. Donc vous voyez, l'arme chimique est toujours là. Elle n'a peut-être pas, elle n'avait pas la dangerosité qu'on lui attribuait pour la guerre 14-18. Elle est pour nous très dangereuse au niveau surtout, je pense, du terrorisme davantage que de guerre. Mais comme on a dit, et comme l'a écrit Boehlert, comme la guerre froide, la guerre contre le terrorisme sera gagnée autant en laboratoire que sur le champ de bataille. Croyez que les chimistes s'y attachent davantage d'ailleurs qu'à fabriquer des armes, ce en quoi ils ont été toujours opposés, sauf M. Fritz Haber. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre attention.